Moi, je voulais 28 compétiteurs pour qu'on puisse aborder la Coupe du Monde avec toutes nos chances. C'est pour ça que ça a été très délicat, parce qu'il a fallu après prendre des décisions, puisqu'on n'a pas eu de blessés, on n'a pas eu d'absence. Donc les 22 joueurs que j'avais dans la tête, eh bien, il a fallu les sélectionner tout de suite et annoncer aux 6 que malgré leur participation active, leur mentalité, il a fallu leur dire de rentrer chez eux. C'était un moment très, très, très difficile. J'avoue, très difficile, humainement très difficile. Oui, le haut niveau fait rêver. Oui, les victoires en grande compétition marquent toute une génération, parfois l'histoire à jamais. Mais le haut niveau, c'est aussi des blessures, des sacrifices et les larmes des laissés pour compte. Prenez 1998 par exemple. Toute la France a été championne du monde, toutes sauf 6 hommes. Nicolas Anelka, Ibrahim Ba, Sabri Lamouchi, Lionel Letizy, Pierre Lègle et Martin Djetou. Pour eux, tout s'est joué en une nuit durant laquelle le sélectionneur Aimé Jacquet a fait le choix de les priver de leurs rêves. Les libéraux, le podcast qui revient sur le football de notre enfance. Et pour m'accompagner dans ce podcast, j'ai Johan. Hola. J'ai le Christ. Salut à tous. Et Tate. Salut. C'est l'histoire, c'est l'envers d'un décor extraordinaire qu'on va raconter aujourd'hui, Gilles Christ. Oui, effectivement, c'est l'envers du décor. Et on va dire que c'est pas forcément la chose la plus reluisante que l'on voit dans ce décor, puisqu'on est à 2 doigts d'un rêve pour des joueurs de foot, et encore plus dans cette génération-là, par rapport à la Coupe du Monde. Et être si près du rêve et à la fois si loin, c'est l'histoire des 6 mecs dont on va parler aujourd'hui. Tout s'est joué en une nuit, c'était un vendredi, le 22 mai. Jacquet demande à Bergerot et Henri-Émile d'aller chercher 6 personnes. Et il les convoque dans son bureau, dans sa chambre, la chambre 15, et ils arrivent au compte-gouttes, les uns après les autres. Et quand ils arrivent, Johan, ils voient 6 chaises arrondies comme ça en face du bureau d'Aimé Jacquet. Et quand ils rentrent, ils comprennent. La violence de la scène, c'est incroyable. Franchement, c'est d'une cruauté qui est inouïe. Parce que quand tu es joueur de football professionnel, tu sais que la Coupe du Monde se dispute dans ton pays. Tu es conscient que tu as une chance incroyable de pouvoir la gagner devant tes proches. Que tu sois soumis à cet exercice-là, avec cette réalité qui est, comme je te l'ai dit précédemment, qui est cruelle. Honnêtement, c'est vraiment compliqué. Quand tu es joueur, à mon avis, à la place des 6... qu'on les appelait les bannis. À la place des 6 bannis, honnêtement, j'aurais pas vraiment aimé être à leur place ce jour-là. Et eux aussi, ils n'étaient pas du tout à l'aise avec la place dans laquelle ils étaient. Ils étaient davantage moins à l'aise, tâtés, parce que Jacquet avait du mal à trouver ses mots. Il avait du mal à leur expliquer pourquoi il ne les avait pas pris. Et il leur a toujours dit aussi à ce moment-là que c'était des bons garçons, qu'ils avaient bien travaillé. C'était des choses terribles à entendre parce qu'il ne leur a pas dit concrètement « lui est meilleur que toi, lui est meilleur que toi ». En tant que professionnel, il l'aurait entendu. Et en fait, pour Aimé Jacquet, dans son esprit, c'était la France avant tout. Et il a détruit mentalement 6 hommes à ce moment-là, sans le faire exprès peut-être. Exactement, c'est la France avant tout. Jacquet est fan de la résistance française lors de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, peu importe les dégâts humains, ce qui compte, c'est la France avant tout. Et en parlant des 6, quand il a annoncé... En plus, dans sa tête, à lui, il était tellement focus sur cette idée-là qu'il pensait que les mecs allaient rester le lendemain au petit-déj et allaient partir comme en chantant limite, et que tout allait bien se passer. Alors que non, il les a complètement massacrés, et on verra par la suite que la carrière de la majorité de ces mecs-là est complètement partie à volo à cause de cette soirée-là. Et qui était exactement à 21h30. Et ça les a plombés, tout simplement. Ce qui est à ce moment-là, personne ne parlait. C'est celui qui a pris la parole, c'était Sabri Lamouchi. À ce qui paraît, Nelka a parlé. Pas tout de suite, mais le premier qui a pris oui, peut-être à ce qui paraît, mais c'est vrai que celui qui a pris la parole en premier pour dire en fait concrètement, coach, est-ce qu'on peut partir? C'était Sabri Lamouchi. Et justement, comme tu le dis très bien, Tate, Jacquet, il est tombé de haut parce qu'il s'est dit, attends, pourquoi il partirait, les gars? Par contre, tu leur as demandé, est-ce que je peux vous faire confiance? Et ils lui ont dit, on est des professionnels, oui, mais par contre, on ne peut pas rester ici ce soir. Mais toute cette histoire, elle commence comment, Gilles Christ? Par une liste élargie de 28. C'était une première et on ne savait pas comment s'y prendre. Jacquet non plus. Oui, c'est un premier test grandeur nature pour cette Coupe du Monde 98 pour la plupart des sélections, pour faire une liste, on va dire, élargie
notamment parce que le calendrier pour certaines nations était encore incertain par rapport à la tenue de compétition, et notamment aussi par qu'on appelle les finales européennes qui arrivaient assez tard, et donc des joueurs pouvaient être impliqués, donc il fallait prendre des dispositions dans ce sens-là. Et chacun a eu son idée par rapport à ça. Est-ce qu'on fait une liste de 22 avec des réservistes déjà définis à l'avance? Est-ce qu'on fait une liste de 28 sans donner de nom? C'est le choix qu'a choisi Jacquet. Oui. Et dans ce choix-là, voilà, c'est un choix qui suscite l'interrogation, parce qu'on a l'impression que personne n'est au courant, même dans le grand public, où s'attendait déjà à avoir une liste de 22. Et Jacquet soit très contesté déjà avant ce mondial, on passe sur encore un torrent de critiques, même sur ce choix qu'il a dû faire. Parce que c'est ça aussi qui est fou, Tate, c'est que quoi que Aimé Jacquet fasse, il allait être critiqué de manière extrêmement virulente. À ce moment-là, il décide de choisir 28 mecs parce qu'il se dit, comme ça, je suis sûr qu'ils sont concentrés à 100% et je prends aucun risque sur leur motivation. Je mets pas de réserviste. C'était un choix. Ce que je voulais dire, c'est que en plus de ça, voilà, quand la une de l'équipe écrit et on joue à 13, c'est concrètement, mais t'as rien compris aux règles, t'es un gros con. Enfin, c'était vraiment cette idée de Jacquet, il était vraiment dans une période extrêmement difficile et cette histoire ne l'aide pas. Là, pour le coup, quoi qu'il aurait fait, je pense que ça aurait été interprété négativement. Il aurait fait le fameux 22 plus 6, comme les autres nations avaient fait. Il aurait quand même été critiqué. Là, vraiment, il était en conflit ouvert avec le journal, le quotidien phare de notre pays, qui est l'Équipe. Et peu importe ce qu'il aurait fait, malheureusement, il aurait été critiqué. Et après, comme l'a dit Gilles, le problème, c'est il y avait 3 Français qui étaient concernés par les finales européennes, par la Ligue des Champions. Il y avait Zidane, Karambeu et Deschamps. Et malgré tout, il fallait vraiment maintenir à flot certains joueurs qui étaient polyvalents parmi les 6, qui auraient pu remplacer les 3 joueurs qui faisaient ces finales-là. Et quand même, la logique n'est pas dénuée de sens. Mais ce qui est assez incroyable, Johan, et après on va continuer par faire du cas par cas vers les 6 garçons, mais la liste des 28, elle vient le 6 mai. La liste des 22, elle vient le 22 du coup. Le 22. Ouais. le lendemain. Et ce qui est fou, c'est que pendant 2 semaines, on a affaire à presque une télé-réalité. Qui va partir, qui va rester? Les joueurs entre eux, effectivement, on sait tous avec les yeux dans les bleus, les documentaires, tout était beau, tout était gentil, mais les gars, ils étaient là, merde, si c'est moi je fais ça, c'est lui qui va partir, si c'est lui, tu vois. C'était vraiment une sorte de télé-réalité, et c'est pas étonnant que le Loft vient 3 ans après, tu vois. Non, mais c'est clair, parce que c'est une atmosphère qui est assez pesante, parce que tu t'entraînes, tu te donnes à fond. Mais dans ta tête, tu peux te dire, ouais, est-ce que je fais ça pour rien? Et parmi les 28 qui étaient sélectionnés par Aimé Jacquet, il y en a beaucoup qui feront partie des sélectionnés, mais qui, pour eux, ne seront pas sélectionnés pour cette Coupe du Monde. Je pense notamment à Emmanuel Petit. Emmanuel Petit, il est persuadé qu'il ne fera pas partie de ce groupe. Christophe Dugarry aussi, même si c'est vrai que aussi, ouais. Pires un peu, hein. Pires aussi, oui, voilà. En fait, il y a pas mal de joueurs, notamment les néophytes, hein, même les David Trezeguet, etc. Il y a pas mal de joueurs justement qui n'ont pas beaucoup de sélection avant on va dire le glas final de Monsieur Jacquet. Donc il y a beaucoup d'incertitudes et il est clair que s'entraîner, être purement concentré avec cette incertitude qui règne chez certains joueurs, il est clair que franchement, être footballeur français, international français, possiblement sélectionné pour la Coupe du Monde 98, dans cette période-là, ça devait vraiment être super difficile. Alors, c'était super difficile justement pour les garçons qui ont été bannis. On va commencer par celui qui avait peut-être le plus de doutes, entre guillemets. On va commencer avec le gardien, Lionel Litizi. Lionel Litizi qui fait quand même une grosse saison 97-98, Gilles Christ. Oui, grosse saison, puisqu'il est dans la lutte pour le titre, avec le RC Lens jusqu'à la dernière journée. Donc c'est vrai que là, il est en plus, il fait partie de cette équipe-là avec Robert Pires,
qui fait partie aussi de cette liste élargie pour ce mondial, pour récompenser aussi un petit peu la bonne saison du FC Metz. Paradoxalement, il n'y avait aucun Lensois dans cette liste parmi les champions de France. Mais voilà, Lionel Letizy fait partie de ces joueurs-là sur lesquels Jacquet a compté durant cette préparation de la saison 97-98, la saison de la Coupe du Monde. Et il y a ce fameux match qui va lui coûter peut-être sa place contre les Russes au mois de mars, et où il y a cette fameuse erreur qui, je sais pas si elle est éliminatoire, mais il faut bien qu'on trouve ses excuses, tu vois, pourquoi. Après, moi, par rapport à Tizi, les gars, moi, je pense que Jacquet a peut-être voulu aussi éviter une critique supplémentaire. Oui. Parce que les choix de Jacquet étaient très critiqués à l'époque, ça c'est pas moi qui vais vous l'apprendre. Donc imaginez seulement que Letizy soit sélectionné, on peut dire que Jacquet ne sait pas vraiment ce qu'il fait, parce que... C'est-à-dire ? Attends, mais le mec est sélectionné alors qu'on a vu sur un match amical où il est titulaire, il est capable de faire des cagades. Vous savez, à cette époque-là, et je vous dis à cette époque-là, je pense qu'aujourd'hui c'est encore le cas, l'équipe, c'est vraiment des mange-merdes à cette période. Ça, faut dire la vérité. Hein. À cette époque-là seulement ? Comment ? À cette époque-là seulement ? Non, j'ai dit c'est encore le cas aujourd'hui. Oui, mais c'est pour ça que... Donc oui, donc à l'époque déjà le sniper il est visé sur Jacquet. Donc je pense que prendre Letizy, j'ai envie de vous dire, la cagade de Letizy, ça a été peut-être une bonne chose pour Jacquet, dans le sens où il peut faire sereinement son choix des trois gardiens de but. Mais oui, en fait, mais dans ce cas-là, pourquoi elle est dans les 28 ? Elle est là la question aussi. Mais... Moi, mon avis, c'est que déjà, il y avait aussi Christophe Revaux qui aurait pu faire partie des 28, mais bon, il a raté sa saison à Paris. Le Bayern, moi, mon avis, c'est que déjà, il y avait le duel Barthez-Lama. C'était sûr que ça se jouait entre les deux. Là, c'est pour ça que quand j'ai commencé mon introduction, j'ai dit que c'est celui qui avait plus ou moins de doute. Il savait que ça se jouait entre lui et Charbonnier. Faut qu'on soit clair, c'est pour ça. Exactement. Mais déjà, il y avait le duel Barthez-Lama pour le numéro 1, et il fallait un troisième gardien, entre guillemets. En plus, on l'avait avec les listes futures des troisième gardiens en équipe de France, surtout avec Deschamps. Le troisième gardien, il est là pour, entre guillemets, suppléer les gardiens. Il est là pour la bonne ambiance, il est là pour soulager mentalement les titulaires. Et Charbonnier rentrait plus dans un... Ouais, pour entraîner. Et Charbonnier rentrait plus dans ce délire-là qu'un Letizy qui était très austère, très littéraire. Très compétitif, hein, aussi. Très réservé. Pardon ? Il était compétitif aussi, le Letizy. Justement, il était trop fort. En fait, c'était un peu comme... Trop compétitif pour être numéro 3. Exactement. Trop fort pour être numéro 3. Il fallait que ce soit un Landreau, il fallait que ce soit un mec à la Pepe Reina. Non, mais c'est exactement ce qui s'est passé, je pense, hein, parce que effectivement, t'as d'un côté un garçon comme Letizy qui aime bien lire, qui va se renfermer dans un roman, et quelqu'un comme... Il était fort et grand, il était vraiment fort. Et Charbonnier qui était plus dans la rigolade, et pour un groupe, un troisième, c'est beaucoup plus simple aussi, et en même temps, il vient pas titiller Barthez et Lama, qui ne sont pas sûrs aussi de leur statut numéro 1, donc voilà, c'était évité de... Ouais, Barthez était sûr, il l'a dit, que dès janvier, il était sûr qu'il allait titulaire. Je pense que c'est Jacquet qui lui a dit en privé de le garder pour lui. Voilà. Après, c'est arrivé assez tard, officiellement, pour le plus grand public. Ouais. Letizy a été sélectionné en octobre 2000 et en mars 2001 par la suite. C'est pas celui qui a eu le plus de difficultés à accepter cette situation. La suite de sa carrière a été plutôt bonne. Il a jamais été aussi fort que sa saison 87-98, mais il a toujours fait partie du haut niveau. Johan avec Paris, etc. Enfin, joueur de Ligue 1. Ouais, voilà, plutôt joueur de Ligue 1 que haut niveau. Parce que là, il est clair que les saisons qui ont suivi au Paris Saint-Germain, il y a Jérôme Alonso qui vient le titiller, etc. Donc c'est assez, on va dire, moi je dirais c'est plutôt en dents de scie. Et il me semble que c'est lui qui se mange la retournée de Patrick Mboma. C'est ça, oui, c'est bien lui. Et en plus, il se blesse, ce soir-là. Et c'est Richard Dutruel qui rentre à sa place. Exactement. C'est ça. Petit coucou à nos amis camerounais par la même occasion. Mais il est clair que oui, Letizy par la même occasion, Letizy, voilà, fait on va dire une carrière honnête. Contrairement, malheureusement, à un garçon comme Martin Djetou, on va parler de lui, qui a eu une carrière entre l'été 98 et avant et après qui est complètement incroyable. On aura l'occasion d'en parler. On va tout de suite d'abord parler de son statut. Tate, la saison 97-98, ça se passe bien pour lui. Il gagne aucun titre, certes, mais techniquement, il est au meilleur de sa forme. En club, il est vraiment bon. En club, il fait des matchs de Champions League, il va à Old Trafford.
il joue contre la Juve. En club, il est vraiment solide. Et un an avant, il est champion de France 97. Ouais. Faut pas l'oublier. C'est ça. Donc, on dit que c'est le remplaçant naturel de Desailly parce qu'il peut jouer et défenseur central et numéro 6. Physiquement, il a des cuisses incroyables. Je pense que y a, à part Noé Pamaro dans le circuit, c'était lui le deuxième. C'était lui le deuxième. En termes de cuisses, mais c'était impressionnant. Et il était vraiment très, très fort. Et dès 96, il a été pris contre la Turquie. Et logiquement, il peut prétendre à une place dans les 22 sans problème. Et fini ta tête, pardon. Après, oui, j'ai pas envie de tout déverser pour que mes deux camarades aussi ont des choses à dire. Après, malheureusement, il avait un conflit avec son remplaçant naturel, enfin, avec son successeur plutôt, qui était titulaire. Donc, la fameuse scène à la cafétéria où il s'assit, et il s'assit à la place du boss, et quand il s'assit, tout le monde rigole. Tout le monde savait que c'était la place du boss, l'un des trois boss qui était Desailly, avec Blanc et Deschamps. Et Desailly, méchamment, lui dit de dégager, tout simplement. Ouais. Et lui, il réplique, et ça cause un peu sa chute. Alors ça c'est une de ses théories à Martin Djetou. Pourquoi ça n'a pas marché pour toi? Pourquoi tu n'es pas resté dans la liste des 22? C'est parce que j'ai été, comment dirais-je, voilà, peut-être que j'étais pas dans les bonnes pattes de Marcel Desailly. Ça, c'est une de ses mais le problème, c'est que si c'est un qui dit ça, bon, tu te dis qu'il n'a pas lu. Mais si c'est deux, bon. Deux ou trois, on va beaucoup le dire. On aura l'occasion d'en parler. Ouais. Alors, justement, il est en concurrence avec qui, Gilles Christ, Martin Djetou, concrètement, dans la liste des 28? Franchement, mais c'est vrai que le profil de suppléant de Desailly, on va dire qu'il est parfait, quasiment. Disons que ça allait être défensif et défenseur. Donc. Voilà, exactement. Donc ça veut dire que là, quand on voit le parcours qu'il y a eu par la suite, on se dit que peut-être que c'est le choix, il s'est joué avec qui? Petit? Point d'interrogation? Le bœuf, mais je pense que le bœuf, il serait allé. Mais bon, il serait allé parce que je pense que c'était vraiment un bon suppléant en termes en termes de défenseur aussi. Je sais pas, on va dire qui? Bogossian qui joue aussi récupérateur. Relayeur, il peut juste mettre relayeur aussi, lui. Aussi, tu vois, c'est pour ça. Donc du coup, en fait, là, on est vraiment sur un poste où, il y avait pas mal aussi de polyvalence chez les joueurs. Donc Djetou avait cette polyvalence-là. Est-ce que, voilà, donc quand on parle de petits qui n'étaient pas sûrs d'y être, est-ce que ça s'est joué dans la balance au dernier moment entre ces deux joueurs-là qui ont des profils différents? Et là, c'est vrai que Tate disait en préparant l'émission que le profil d'un joueur comme Emmanuel Petit, incroyable, très très polyvalent, incroyable, et des matchs de haut niveau, matchs de haut niveau, bien sûr. Ce que les gens oublient, c'est qu'Emmanuel Petit, il est international, il fait partie de la campagne qualificative de l'équipe de France pour la Coupe du Monde 94. Hein. Oui, c'est ça, effectivement. Il en fait partie, mais il avait disparu des radars. Ouais, il a une longue période où. Exactement. Alors qu'il est bon à Monaco 96-97, il est bon aussi à Arsenal 98, c'est peu de le dire. Il est très bon. Ah oui, clairement. Et là, je pense que oui, c'est à ce moment-là que lui, il fait la différence sur ces 2 années. Mais pour Djetou, c'est vrai que c'est difficile parce que peut-être que 2 fois le même profil. Est-ce qu'il y avait des problèmes aussi de relationnel qui ont joué à ce niveau-là? Ouais. C'est ça qui a peut-être fait la différence en sa défaveur. Mais ce qui est incroyable, oui. Mais Reda, par rapport à Martin Djetou, je voulais corriger un petit peu ce que tu as dit. C'est qu'après cette Coupe du Monde 98, mine de rien, quand même, il arrive à se relever. Sur 2 il fait quand même 2 bonnes saisons à Monaco. J'allais y venir. Alors, il fait la saison 99-2000, et il fait une bonne saison. Mais ce qui est incroyable avec Martin Djetou, c'est qu'en fait, il va intéresser la Juve, il va intéresser le Bayern. Et en fait, les gens qui entourent Martin Djetou font peur aux gens, au grand club. Le Bayern Munich était à 2 doigts de le faire signer. Il a vu qu'il avait il avait 1 million d'intermédiaires. Ils ont laissé tomber. Pareil pour la Juventus Turin. Ils étaient prêts à l'acheter pour pas mal d'argent. Et quand il voit le contrat final qu'on lui proposait, c'est beaucoup moins que ce qui était prévu. Donc, il a refusé d'aller à la Juve. Par contre, il part à Parme. Et à Parme aussi, ça se passe très mal. Ça se passe tellement mal. Il n'est pas payé à temps. C'est le Parme qui est en galère à un moment donné. À partir Parmalat, ça commence à être un peu compliqué. Il part en prêt en Angleterre. Quand il revient, il voit que son nom est effacé de partout, comme si il n'avait jamais existé. Et on lui explique concrètement, Martin, tu dégages. T'es plus personne, ouais, c'est ça. T'es plus personne. On lui a même ramené des militaires pour le dégager du terrain d'entraînement. Ouais. Mais tu sais, à la Juve, je sais pas si vous êtes au courant de cette histoire-là,
Apparemment, il a mal pris aussi le fait que Luciano Moggi ait eu des propos assez désobligeants le concernant, dans le sens où ils lui ont proposé un certain... il s'était entendu justement sur un certain montant concernant son salaire. Il n'a jamais vu. Et à l'arrivée, au moment de signer le contrat, justement, c'est totalement l'inverse. Et Djetou lui dit à Luciano Moggi, oui, comment ça se fait que voilà, il n'y a pas exactement le montant qui a été évoqué ensemble. Et apparemment, Luciano Moggi lui aurait dit, écoute, le montant qu'il y a assez d'argent pour que tu puisses donner de l'argent en Afrique. C'est exactement ce qu'il lui dit, ouais. C'est ça, donc il y a ça aussi qui fait que je sais pas pourquoi vous rigolez. Même s'il est natif d'Abidjan, oui, mais bon. Oui, il est natif d'Abidjan, mais bon. Mais c'est suffisant pour nourrir ta famille en Afrique. Ouais, c'est incroyable. Et ce qui se passe après, dans les années 2000, il va jouer à Nice, 5 matchs, Bolton, 2-3 matchs, Istres, et c'est fini. Enfin, c'est incroyable. Ouais. Entre 32 ans. Ça finit à 32 ans seulement. C'est terrible. Alors oui, effectivement, comme tout le monde, il peut avoir des mauvais agents, etc. Mais c'est comme si, en fait, Jésus-Christ, il avait décidé de ne plus se battre. Je suis pas trop d'accord avec vous pour la lecture de Djetou, et je pense que quand on revoit bien sa carrière par rapport à ça, je pense pas que ce soit la Coupe du Monde 98 qui le détruit, même s'il a été vu très éméché dans Paris pendant tout l'été 98. De son propre aveu. De son propre aveu, effectivement. Mais il a dit que, par exemple, la suite de sa carrière, je pense que c'est Parme qui l'a profondément meurtri, pour ne pas dire détruit. Ouais, plus qu'autre chose. Hein. Et après, derrière, c'est vrai qu'après, quand on fait le parallèle entre 98 et après la continuité, où, par exemple, si tu es champion du monde, au lieu de signer à Parme, tu signes à la Juve, par exemple, c'est vrai que le parallèle est un peu plus difficile pour lui, effectivement. Le moins connu peut-être du groupe, Pierre Lègle, dont on va s'intéresser maintenant, c'est un 70, hein, donc il est un peu aussi plus vieux que les autres. C'est un grand joueur du RC Lens, mais à ce moment-là, il a la Sampdoria, une Sampdoria qui est ambitieuse, Yohan. Oui, la Sampdoria, elle est ambitieuse. Hein. Elle finit 6e lors de sa première saison. Lors de sa première saison, elle finit 6e avec des grands joueurs comme Vincenzo Montella, Juan Sebastian Veron, etc. Donc voilà, la Sampdoria qui est une équipe qui compte en Italie. Et en 98, il fait sa meilleure saison à la Samp. Il me semble qu'il met 5 ou 6 buts cette saison-là en championnat. Et voilà, il est un titulaire indiscutable du côté de la Samp. Donc il est clair qu'on peut penser à lui, sachant qu'il a déjà plus de 5 sélections jusqu'à au moment de la sélection des 28. Donc on peut penser que Pierre Lègle est un candidat assez logique pour une place pour la Coupe du Monde 98. Alors lui, il fait partie de ceux qui a vu le sol s'ouvrir sous sa chaise quand Jacquet lui a expliqué qu'il n'allait pas faire la Coupe du Monde. Et il pouvait espérer quoi, Tate? Il était en concurrence avec qui, selon toi? Sincèrement, parmi les 6, c'est ce que j'avais déjà dit en privé, je pense que c'était l'un des seuls, en termes de profil, qui pouvait le plus espérer être dans les 22. Parce qu'il avait vraiment un profil milieu de terrain, un profil arrière-gauche, et il est clairement ces petits qui le tuent. Parce que quand on voit même les compositions de Jacquet pendant la Coupe du Monde, il pouvait être doublure de Lizarazu et il pouvait jouer avec Deschamps et Karambeu au milieu de terrain. C'est clairement Emmanuel Petit qui le... Et d'ailleurs, d'après Philippe Tournon, une interview que j'avais lue ça fait à peu près plus de 10 ans, c'était lui qui était le plus proche avec Ibrahim Ba à être dans les 22. Dans les 22. Mais regarde Petit. On parle de sa polyvalence par rapport en tant que récupérateur, relayeur, arrière-gauche, défenseur central. Ouais. Voilà, c'est pour te dire que voilà que à haut niveau. Je pense que et à haut niveau effectivement. Donc c'est-à-dire c'est pas de la polyvalence de façade en fait. C'est pas l'équipe de tu joues contre l'équipe de France de la police hein. Les matchs d'après les matchs du lendemain de l'équipe de France. Hein. C'est vraiment des vrais matchs. Mais là tu te rends compte que voilà le choix qui a été fait par rapport à Petit, c'est vraiment par rapport à un facteur où on a l'impression que c'est un vrai couteau suisse qui va être utile à très haut niveau. Pour cette équipe de France. Et donc là, si Lègle en paye les pots cassés, que Djetou, d'une moindre mesure, en paye aussi les pots cassés, franchement, c'est que effectivement, le choix, il a vraiment pas été simple. Et voilà, pour un joueur comme Lègle, c'est vrai qu'après partir,
non, j'allais dire, aller être en Italie, même si, voilà, quoi, il est pas mauvais en Italie. Non, il est même bon. Hein. Et voilà, tu vois. Belle frappe de balle et tout. Ouais, c'est ça, en fait. Donc, du coup, il a pris ce risque-là qui lui a permis d'être dans le groupe France pendant les 2 ans. Le fait de ne pas être retenu dans les 22, c'est une vraie déception. Une vraie déception parce que, voilà, quoi, il s'est donné toutes les chances pour pouvoir l'être. Et ce, dès 96, quoi. Alors, la Sampdoria va subir une relégation et l'Aigle va partir du côté de Lyon et va être dans la liste des tout premiers champions de France lyonnais, Johan. Donc, ça se passe plutôt bien dans sa carrière un petit peu tranquille, du coup, à la Litizi, entre guillemets. Voilà, c'est ça en fait. Je pense que après cette relégation de la Samp, je pense qu'il a choisi la solution de la tranquillité. Parce que voilà, à Lyon, justement, après à Lyon, il y avait cette ambition-là de gagner le premier championnat de France de l'histoire du club. Mais après, voilà, quand vous voyez qu'à la fin, il finit à Montpellier, il a une carrière aussi honnête en France. Je pense qu'il a une carrière aussi honnête en France. Il joue des matchs de Ligue des Champions avec Lyon, etc. Donc, on peut dire que c'est pas mal. On peut dire que c'est pas mal du côté de Pierre Lègle. C'est pas mal, mais le niveau de l'équipe de France est beaucoup trop loin. Et même l'équipe de France, quelque part, ne l'intéresse même plus. À la fin de sa carrière, il n'est même plus dans le monde du football. C'est un monde qui le dégoûte. Et aujourd'hui, il est agent immobilier. Ouais, c'est ça, exactement. Et puis, par la même occasion, il y a Canal+ qui a fait justement un reportage enquête de foot sur les bannis, justement. Et apparemment, Pierre Lègle, il a refusé toutes les approches de Canal par rapport à ça. Et apparemment, cet épisode-là, des bannis, mais c'est un truc qui l'a détruit, qui l'a broyé. Hein. Pierre Lègle, il a vraiment très très mal vécu ça. Donc, après, dites-vous que par exemple, les matchs, par exemple, de France 98, je parle de l'association. Les matchs de gala. Il en a fait partie. Donc, oui, c'est vrai que même il s'est posé la question, est-ce qu'il fallait que je vienne pour les 10 ans au Stade de France en 2008. Donc du coup, mais voilà, donc il a fait partie quand même aussi de cette grande famille de France 98 par la suite, celle que Laurent Blanc énumère notamment lors du sacre. Mais bon, c'est vrai que ça a été un épisode difficile, mais après ça ne l'a pas empêché d'avoir quand même une carrière quand même honorable dans le championnat de France. Et peut-être qu'il aurait pu aspirer encore à mieux, peut-être en Italie encore, si jamais il avait été dans cette liste des 22. Alors s'il y a un truc qu'on ne peut pas retirer à l'ensemble du groupe de l'équipe de France 98, on aura l'occasion tout à l'heure de parler de cet esprit un peu de Dallas qu'il y avait au sein du château de Clairefontaine pendant cette époque-là. Mais par contre, effectivement, tous les autres joueurs qui sont restés dans les 22 finaux, ils ont tous énormément de pitié et de compassion. Non, mais c'est vrai, non, mais ils les ont jamais oubliés. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a la discussion, surtout maintenant que le temps est passé, il y a toujours ce côté, ils sont champions du monde eux aussi. Et notamment Laurent Blanc, Gilles Christ le disait très bien. Laurent Blanc a déjà aussi plusieurs fois dit, eux aussi, ils sont champions du monde à leur manière. Par la suite, voilà, juste c'était la petite parenthèse. On verra que pour d'autres, il n'y avait pas beaucoup de compassion. Moi, c'est le Marcel Desailly qui crie Wildcard pendant les entraînements. Wildcard pour nos auditeurs, c'est une invitation qu'on donne aux joueurs de tennis qui n'ont pas le niveau pour participer à des tournois. On leur donne des wildcards. L'idée, c'était de Dugarry, bats-toi pour avoir ta wildcard. C'est terrible. Bon. Un autre joueur pour qui ça a été terrible aussi, c'est Sabri Lamouchi. On va s'intéresser davantage sur cette personne parce que c'est quand même quelqu'un qui a un plus gros mental que les autres. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est celui qui a pris la parole devant Aimé Jacquet. C'est quelqu'un qui a eu une grosse carrière aussi par la suite à titre individuel, mais c'est quelqu'un qui ne veut plus entendre parler de Clairefontaine. Je vous donnerai des exemples tout à l'heure. C'est quoi le statut de Lamouchi, Gilles Christ, en 98 ? En 98, oui, c'est un joueur quand même très respecté du championnat de France et de l'équipe de France également, puisqu'il fait partie de la liste de l'Euro 96. Il supplée Didier Deschamps lors de la demi-finale contre les Tchèques, où je pense que voilà, on va dire qu'il a retenu l'attention quand même de cette demi-finale qui, bien qu'elle soit triste, parce que le match n'était pas top, et que la France perd, et puis voilà, il était présent et il fait partie encore régulièrement des listes. Et aussi, c'est un cadre de la GOCR qui fait le doublé 96, qui est toujours dans le coup, notamment au niveau européen, que ce soit en C1 en 97, que ce soit en C3 en 98.
Mais voilà, mais donc la Mouchi, le fait qu'il soit dans cette liste-là des 28 déjà, c'est normal. Et le fait qu'il soit dans la liste des 22, ça aurait pu être normal aussi. Et là, encore une fois, c'est voir dans ce contexte-là que qu'il soit pas dans la liste, c'est un peu dur parce que voilà, je pense que à ce moment-là, il a 27 ans, il est en pleine possession de ses moyens et voilà quoi, il manque ce truc-là qui permet de faire basculer sa carrière dans autre chose. Et cette Coupe du Monde tombait à point nommé pour ça. Son malheur, c'est de jouer au poste de Deschamps, Tate. Exact. Son malheur, c'est aussi d'avoir une personnalité assez forte, quelqu'un d'assez, il sait ce qu'il veut, une personnalité assez forte. Et le problème aussi, c'est que il aurait pu, moi, le joueur qui l'a remplacé dans la liste, c'est Bogossian. Et Bogossian, dans un groupe, il est plus malléable que Lamouchi. Docile, ouais. Il est plus docile que Lamouchi. Et aussi, le souci, c'est que quand il a fait son doublé avec Auxerre, il aurait pu aussi tester l'étranger. Après, c'est facile de dire ça après. Il aurait pu, s'il avait des propositions intéressantes, tester un petit peu un grand club étranger. Parce qu'il en avait les capacités et aussi le match qu'il fait contre les Tchèques était à souligner et il a fait un très bon match. Et pour moi, c'est plus son caractère qu'en tant que footballeur qui rate le coche des 22. Mais il passe vraiment à côté de quelque chose, tu le dis très bien, Tate, d'un point de vue sur l'échelle de sa carrière. C'est vrai que c'est quelqu'un qui, par exemple, pendant que l'équipe de France jouait, soit il partait en forêt, il partait en forêt et il revenait à 3h ou 4h du matin une fois que plus personne ne regarde les matchs, parce qu'il ne voulait pas vivre comme avec les bruits des autres. Ou quand il était en club, quand il a rejoint Monaco, il s'enfermait dans sa chambre pour pas regarder les matchs. C'est quelqu'un qui... Oui. Il a dit clairement que si sa femme n'était pas enceinte à cette période-là, il serait parti à l'autre bout du monde. À l'étranger. Effectivement, parce que sa fille naît en 1998 sur cette période-là. Il a mis 3 ans aussi de son propre aveu avant de regarder les buts de la finale. Ça veut dire le doublé de Zidane, il l'avait jamais vu avant 2001 ou 2002. C'est incroyable. Ça, c'est la dépression, tu vois. Oui, non, mais par rapport à l'équipe de France. Parce que là, je vais vous donner la parole au Monégasque. Sabri Lamouchi, sur un terrain de foot, il continue d'être présent. Ah, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est ça. Moi, je ne parlerai pas de dépression, mais plus de haine de Clairefontaine. C'est ça. Mais surtout, cette saison 99-2000. Mais Sabri Lamouchi, c'est pour moi le meilleur milieu de terrain du championnat. C'est Gallardo qui est élu meilleur joueur du championnat. Mais Lamouchi, c'est le talisman de l'équipe. C'est par lui où tout passe. Et je pense que Lamouchi... j'ai aussi cette impression-là du fait que Lamouchi aurait peut-être dû, après sa période auxerroise, tenter l'Italie un peu plus tôt, parce qu'il part à Parme en 2000. Et, titulaire à Parme. Comment ? Titulaire à Parme. Titulaire à Parme, mais il fait... moi qui suis un supporter de Parme en Italie, il a été vraiment excellent. Il a vraiment été excellent durant ces 3 saisons à Parme. Un petit peu plus en difficulté que pour la dernière. Bon, après ça c'était normal parce que Parme aussi était en perte de vitesse, mais il est clair que Sabri Lamouchi a eu une carrière qui était honnête, en dépit du fait, petit coucou à nos supporters de l'Inter, qu'il est signé à l'Inter Milan lors de cette saison 2003-2004. Mais après voilà, à Marseille aussi, très bonne saison 2005-2006. Je me souviens que ça a été aussi un des éléments assez importants de cette équipe en 2005-2006. Donc il est clair que non, Lamouchi a une très bonne carrière malgré cet épisode de 1998. Ouais. Alors ce qui est assez incroyable, c'est que vu son niveau, il aurait pu revenir notamment pour la Coupe du Monde 2002, mais quand il a reçu un appel de la part de Roger Lemaire, il l'a entendu le vouvoyer, il n'a pas compris alors qu'il l'avait toujours tutoyé. Il s'est dit que non, c'était vraiment fini. 2 exemples particuliers. Le premier, c'est que il a refusé la sélection des espoirs en 2017 que lui avait proposé Monsieur Le Gret. Il a refusé parce qu'il voulait pas aller à Clairefontaine. Clairefontaine, ouais. Et il a refusé d'accompagner son fils à une détection à Clairefontaine. C'est sa femme qui est partie et lui, il n'est pas y allé. On appelle ça un traumatisme. Un traumatisme, exactement. Et c'est normal. Et c'est un même traumatisme que Ibrahim Ba. Lui aussi, c'est quelque chose d'incroyable parce que Ibrahim Ba, c'est le cas de Djetou et de Nicolas Anelka, c'est vraiment, dont on parlera tout à l'heure, c'est vraiment ce côté, c'est une nouvelle génération. C'est-à-dire que c'est des gens, ils ont du mal avec quelqu'un comme Marcel Desailly qui est d'une autre époque. Il y en a même qui vont dire qu'il l'appelait le Bounty. Mais c'est vrai que c'est des jeunes de banlieue, des rappeurs, etc. C'était vraiment des jeunes qui se laissaient pas faire. Ibrahim Ba, Gilles Christ, à cette époque-là, c'était la jeune star du moment.
C'est la jeune star. C'est la du teinture blonde. Tu vois ce que je veux dire? C'est la street. C'est la street. C'est mieux que ça. C'est au-delà de ça, effectivement. Franchement. Parce que moi, mon père aimait beaucoup Ibrahim Ba. Donc, du coup. On l'aimait tous. Déjà Ibrahim Ba, je me rappelle, donc il y avait Sneakers, il y avait aussi Mars, mais c'est de toute façon c'est le même groupe justement, donc qui s'occupe de ça, donc il fait les pubs pour les chocolats. Il est aussi sur les affiches de la Coupe du Monde 98 de l'équipe de France, mais pas encore, voilà, donc implicitement on voit ça. Moi je me rappelle d'avoir vu son image à la télé où on parle de la Coupe du Monde 98. Il est dans les Lécandia aussi. Tu vois, voilà, donc il y a et même dans les Panini où l'équipe de France. Exactement. L'équipe de France, Ibrahim Ba, il Les est verres toujours. les verres McDo, il est là. Panini, Les verres sur McDo, il est là. Exactement. Donc du coup, c'est une petite vedette quand même, parce que c'est vrai que sur beaucoup, mon père l'apprécie parce que il aime bien les Girondins de Bordeaux, donc il a bien apprécié sur la saison 96-97, et après il part au Milan. Et Milan en crise. Un Milan en crise, un Milan, oui, cuit déjà. Ah oui, et Capello qui revient, grosse erreur de son aveu. Mais voilà, il arrive dans un contexte qui est difficile. Et il a pris le risque d'aller en Italie, d'aller au Milan au moment où de la saison 87-98, alors que Jacquet, bon, sans le dire, voilà, il fallait dire que voilà, pour la Coupe du Monde 98, sa préparation commençait dès 97. Et donc, du coup, il fallait être stable à ce moment-là. Et là, Ibrahim Ba n'a pas cherché la stabilité, même s'il joue des matchs quand même sur cette première saison et qu'il est présent. Sur la première saison, il joue. Sur la première saison, oui, bien sûr. Sur celle-là, il joue. Donc, du coup, là, on va dire qu'il justifie sa place. Le problème, c'est que le Milan termine très loin en championnat. 11e, il me semble. Très très loin en championnat. C'est la pire saison. Même De Sailly avait à la fin, voilà quoi, n'en pouvait plus. Même sur la fin de saison, il commençait à craquer en larmes. Il le disait dans son livre Capitaine. Ouais, non, c'est vrai. Et il a souvent pleuré, lui. Bon, non, mais il y a même eu Capello et Maldini qui se sont battus et tout. C'était une saison de malade, 97-98 au Milan. C'était un truc de malade. C'est dingue. Et tu vois, Ibrahim Ba qui évolue dans ce contexte-là. D'autant plus qu'il a failli lui aussi en venir aux mains avec De Sailly. Exactement, toujours, effectivement. Et là, tu te dis que, tiens. Séparé par le président de la République actuelle. Franchement, mais c'est vrai que. C'est incroyable. Parce qu'en fait, tu te dis qu'en fait, voilà, il y a cet incident. Et après, il y a encore un autre incident. Avec Deschamps. Les deux avec qui il faut avoir d'incident. Franchement, à ce moment-là, tu te dis que même si le mec. S'il s'entend bien peut-être avec Zidane, il s'entend bien avec, on va dire, beaucoup de joueurs de cette équipe-là, en fait, il n'est pas en bon terme avec des mecs avec qui il va vivre plus de 45-50 jours quand même. Et tu vois, Deschamps et Zidane, quoi. Deschamps et avec les chefs de famille. Oui, c'est ça. C'est pas qu'il n'est pas en bon terme, c'est qu'on n'est pas obligé d'être amis ou quoi que ce soit. Ce qu'ils n'ont pas apprécié, ces anciens de Sailly, c'est qu'ils leur tiennent tête, ces petits jeunes. Ces petits jeunes là, parce que ce qui s'est passé avec De Sailly, c'est pendant un match contre l'Inter, il me semble, où De Sailly s'était énervé avec un adversaire. Ibrahim Ba lui demande de se calmer et de se concentrer sur le match. Dans les vestiaires, Marcel De Sailly invective Ibrahim Ba devant tout le monde. Pour qui tu te prends pour me parler comme ça? Et c'est Jean Jouéa qui retient Ibrahim Ba. Et il a ressorti le dossier le lendemain ou le surlendemain à l'entraînement où De Sailly est encore venu sur Ibrahim Ba et Ibrahim Ba lui a répondu: tu me casses les bonbons. Ouais. Avec Didier Deschamps, c'était un match Juventus-Milan. La Juve est en train de broyer le Milan 4-1, il me semble, sur la fin du match. Ouais. Et il y a un carton rouge pour Milan. Et Ibrahim Ba dit à l'arbitre: s'il vous plaît, voilà, on est déjà en train de se faire manger, ça sert à rien de nous mettre la tête sous l'eau. Et Deschamps qui dit voilà, tais-toi, pour qui tu te prends? Et il lui répond. Ouais. Et là, ce qui est intéressant aussi, c'est que ce jour-là, Aimé Jacquet était venu voir le match. Et quand il se retrouve dans les couloirs, autour d'Aimé Jacquet, Ibrahim Ba et Didier Deschamps lui dit: c'est comme ça que tu parles à ton capitaine? Ouais. Devant Aimé Jacquet. Là, c'était cuit, franchement. Et Ibrahim Ba lui dit clairement, Ibrahim Ba, justement, qui aggrave son cas, qui dit clairement: écoute, là, tu joues pour Juventus, moi je joue pour Milan, donc t'es pas mon capitaine. Il n'y a pas de capitaine. Et c'est vrai. C'est vrai, mais malheureusement, parfois, enfin, si tu veux vraiment, parce que t'as plusieurs types de personnes. T'as des personnes, justement, pour lesquelles le politiquement correct, ça n'existe pas. Pour eux, t'es quelqu'un de vrai, à partir du moment où t'estimes ne pas avoir tort,
tu ne t'écrases pas. Et c'est ce que Ibrahimba a été pour le coup par rapport aux épisodes que tu viens d'énoncer, Reda. Il est clair que, on va dire, peut-être pour avoir sa place, il aurait peut-être fallu qu'il baisse son froc. Parlons bien, qu'il baisse son froc. Et lui-même, il l'a dit, Ibrahimba, que lui, c'était pas ce genre de personne-là, parce que lui, il croyait assez naïvement que l'équipe de France, elle appartenait à tout le monde. Mais justement, c'est là où il se trompe, c'est que l'équipe de France appartient aux 3 chefs de famille qui sont Didier Deschamps, Marcel Desailly et Laurent Blanc. Donc je pense que c'est Après, ça, il l'a compris, mais il l'a compris un peu trop tard. Et en plus, si tu ajoutes ça, la mauvaise saison du Milan AC, etc., ça fait trop de choses pour qu'il puisse être. Et d'avoir plus ou moins Zidane comme concurrent aussi directement. Donc c'est pas comme si s'il avait sa place, même si dans une rotation, dans une formule tactique différente, il avait peut-être une place dans les 14 au moins sûr. En plus, rappelez-vous du but qu'il met contre le Portugal en 97. Ouais. Première sélection. Première sélection, il arrive, il met un rush de malade et c'est dommage. Franchement, c'est dommage. Et là, c'est un des exemples les plus frappants. Tate, sa carrière avant l'été 98 et après 98, là, c'est le jour et la nuit. Bah, c'est simple, il fait pas plus de 10 matchs en entier après. Complet. Ouais. Il ne fait pas plus de 10 matchs en entier après 98. Mais après, il faut savoir aussi d'où il part. C'était l'une des têtes de gondole de Nike à l'époque. Il faisait la pub avec Luis Enrique, Ronaldo, Vieri à la plage. Et même quand vous allez au Nike Park à la Défense et à côté du Parc des Princes, il faisait partie des affiches. C'est quasiment Kylian Mbappé aujourd'hui dans l'esprit. Oui. Ouais. C'était une star. C'était même, je pense que parmi les 22, c'était pour la ménagère, je pense que c'était l'une des personnes les plus connues qui revenait le plus. Ah oui, c'est clair. Moi, je vous le dis, encore une fois, mon père n'a pas digéré l'absence d'Ibrahimba. Donc du coup, lui, déjà qui n'est pas forcément très fan de l'équipe de France, là, dire que l'équipe de France, il a dit que même l'équipe de France peut jouer contre des cochons, il supportera les cochons. Mais c'est assez incroyable. C'est assez incroyable. Les derniers joueurs qui est aussi dans cet esprit un peu banlieue, jeunesse, c'est le ténébreux et l'ombrageux Nicolas Anelka. Nicolas Anelka qui a aussi un très gros mental, alors il l'a jamais montré lui contrairement aux autres, mais il l'a jamais montré qu'il avait été touché par cet épisode. Bien sûr. Déjà peut-être parce qu'il l'avait déjà connu, Christ. 96 quand il dit qu'il va partir et que finalement il dit tu joueras pas à la Super Coupe d'Europe. Il y a cette idée déjà derrière tout ça d'être exclu d'un grand match parce que on a parlé. Parce qu'on a parlé, mais après c'est vrai que pour Anelka, pour ce cas de début 97 pour la Super Coupe d'Europe, le 1-6, je tiens à le préciser pour nos amis parisiens. Je salue le 6, c'est la Juventus. Oui, exactement. Je salue Mehdi Benghazi, qui est un supporter de la Juve, non pas de la Juve, du Paris Saint-Germain, et voilà. Donc là, il saura que j'ai parlé de lui. Mais voilà, par rapport à ce match-là, Nicolas Anelka exclu. En plus, c'est quelque chose qu'avait fait les choux gras en plus de la presse. Même jusqu'à que Noël Le Graët réagisse au micro de Canal+ par rapport à son choix de partir d'Arsenal, puisque ça ne s'était jamais fait. Et après, voilà, pour revenir à cette liste-là, il a pas montré beaucoup ses émotions. C'est celui qui a montré le plus de détachement. Et même dans la foulée, mais voilà, donc c'est vrai que Karim Nedjari avait eu donc ses propos quelques jours après, où voilà quoi, il disait qu'il comprenait pas Jacquet, qu'il lui a donné des excuses bidons. Ce sont ses propos. T'es trop jeune. C'est ça. Et il m'a dit que depuis le début, je n'étais pas prévu dans les 22, que sa présence à Clairefontaine c'était du bonus. Mais bon, c'est quand tu dis ça à un joueur de haut niveau, il se dit pas que oui, c'est du bonus d'être là. Il veut jouer la Coupe du Monde. Tu vois. Mais ça l'a pas détruit. Ça l'a pas détruit. Bien sûr. Si, ça l'a détruit. Voilà, ça l'a touché. C'est-à-dire que dans le rapport qu'il a en équipe de France, après, il s'en foutait. Après, oui, bien sûr, mais le problème, c'est que voilà, Nicolas Anelka est un joueur orgueilleux, on le sait tous. Et voilà, c'est pour ça qu'il a pas dit, c'est pour ça qu'il a dit que l'année prochaine, je vais repartir encore plus fort, je reviendrai en équipe de France, je m'imposerai en tant que titulaire. Il a dit, je vais passer mon permis. Il a dit au mec, je vais passer mon permis au pied. C'est ça, lundi, j'ai une leçon de conduite, je passe mon permis. Ouais. Exactement. Ouais. Mais apparemment, il se détache, en fait. Mais apparemment, Jacquet lui aurait dit, quand il parle c'est normal. Aussi, voilà. Apparemment, quand il parle aussi banni, il regarde Anelka et dit, toi, c'est normal. Ouais, toi, c'est à plusieurs reprises, toi, c'est normal.
Bah, pourquoi c'est normal, sachant que entre Henry, Trezeguet et Anelka, c'était pas sûr il y avait un des trois qui allait sauter. Il y avait aussi Christophe Dugarry. C'est pas vrai ça. Hein. De quoi? D'après Philippe Tournon, le joueur c'était ni Henry ni Trezeguet, c'était Dugarry, le gars avec qui il était en balance. En balance. Mais Anelka, c'est la seule. Moi, comme je voulais, moi, j'ai ma théorie par rapport à cette sélection. Pour moi, Deschamps, il a choisi la solution de facilité. Jacquet. Parce que Anelka, sa première sélection. C'est le lapsus, non, mais il a raison. Il a raison. Parce que Anelka, sa première sélection, il l'a en Suède au mois de mars précédent. Et il est bon. Il fait une saison. Au mois d'avril précédent. Et en plus, il fait un bon match en plus à Solna. Ouais, il est bon. Anelka, en 98, c'est la révélation de la saison un petit peu en Angleterre. Parce qu'Anelka n'est pas censé être titulaire cette saison en Angleterre. Faut pas oublier Arsenal. Ian Wright est titulaire à cette période-là avec Bergkamp. Donc Anelka, c'est un peu l'élément surprise un peu d'Arsenal. Et il finit bien la saison. Donc je pense que par son jeune âge, plutôt, excusez-moi, il a 19 ans, une seule sélection en équipe de France. Pourquoi se prendre la tête à vouloir le prendre au lieu de te tuer? Surtout que je pense qu'en une sélection, tu connais pas la personne. Dugarry, lui, il a déjà un vécu en équipe de France. Dugarry joue l'Euro 96, il connaît le groupe France. Donc tout ça, je pense que ça aussi, ça joue. Et Anelka, ça a été la solution de facilité pour moi. Anelka, à 19 ans, tu auras t'auras d'autres occasions de jouer des compétitions internationales avec l'équipe de France, regarde ton talent, etc. Basta, ça passe à la trappe. Donc, je pense que c'est la solution de facilité qu'a choisi Aimé Jacquet. Attrape. Non, mais regardez. En fait, c'est très simple. Il a décidé de privilégier le groupe et sur le bannissement de ces 6, c'est quoi? C'est Litizi, Pierre Lègle, ils sont trop réservés, trop lisses, trop timides. Et Djetou, Lamouchi, Ibrahim Ba, Nicolas Anelka, ils sont beaucoup trop ténébreux, beaucoup trop grande gueule. Pour Djetou, hein. Djetou, c'est sur le terrain, mais après, en termes de caractère, c'est pas. Quand Marcel Desailly dit c'est ma place. Quand Marcel Desailly c'est ma place, il a dit frère, j'ai déjà commencé à manger, tu vois. Ouais, et puis parle mieux quoi. Parle mieux. Parce que voilà, c'est pas pour dire que c'est des gars du 94 ou quoi, c'est pas la question. Parce que en fait, Jacquet préfère le gentil Pires, l'obéissant Bernard Diomède, l'ami de Zidane, plutôt que ces personnes qui merde, j'ai pas joué, comment ça se fait là, tu vois ce que je veux dire? Donc il y a vraiment privilégier un groupe, et quelque part, quand tu sais ce qui s'est passé à la fin, il a eu raison de faire ça. Mais ce qui s'est passé à la fin, c'est aussi ça qui les rend tous déprimés. Pourquoi? Parce que l'équipe de France a gagné la Coupe du Monde à la maison en battant le Brésil 3-0. Quand tu parles à Lamouchi quand il a 12 ans, c'est quoi ton rêve? Battre le Brésil en finale de Coupe du Monde. Tu parles à Martin Djetou, tu lui dis c'est quoi ton rêve? Battre le Brésil en finale de Coupe du Monde. C'est ça qui est aussi incroyable. C'est ce qui s'est passé après. Il y a la nuit du 22 qui est terrible. Mais la victoire du 12 juillet. Ah oui, là, c'est vraiment. Mais pour un cauchemar à ce niveau-là. Pour compléter ce que tu dis, Eric Dimeco, qui était en équipe de France 2 ans avant, donc à l'Euro 96, lui qui n'était pas du tout concerné pour être à la Coupe du Monde 98, 2 ans après, il pleurait à tous les matchs à partir des phases finales. Du match du Paraguay jusqu'en finale, il regardait les matchs en pleurant. Ouais, c'est incroyable. Hein. Donc vous vous rendez compte pour les 6? Bah bien sûr. Mais il y en a, ils l'ont même pas regardé, je te dis. Donc. Non, mais c'est incroyable. Cet épisode, on va conclure, messieurs, mais cet épisode, il dit quoi du haut niveau? Le haut niveau, c'est quoi? C'est, bien sûr, être prêt physiquement, être bon techniquement. Enfin, en tout cas, on parle de 30 meilleurs joueurs français, donc forcément, c'est quelque chose. Mais on parle aussi de gens qui doivent être politiques, c'est-à-dire aimer les bonnes personnes et surtout ne pas détester les mauvaises personnes. Et puis surtout, avoir un mental de dingue à toute épreuve. Parce que oui, ils n'ont pas été pris, mais après, ça a changé leur carrière. Mais Reda, par rapport à ce que tu viens de dire là, moi, la question que j'ai envie de te poser, c'est que est-ce que ça se passe pareil dans les autres pays? En Espagne, est-ce que ça peut être le cas? Est-ce que ce qui s'est passé en équipe de France par rapport aux différents choix, par rapport aux différents critères de choix que font les sélectionneurs, est-ce qu'un Vicente Del Bosque, il réagit de la même, il fait la même chose, il sélectionne de la même façon? Est-ce que Joachim Löw fait de la même procède à la même méthode? Je pense que, je sais pas, ça, je peux pas te répondre à cette question. Regarde, un mec comme Podolski, un mec qui est bien dans le groupe et tout, à partir de 2000, quand il va à Arsenal, il est plus légitime sportivement d'être en équipe nationale.
Non, mais il y a qui en pointe à cette période-là? Il y a Stéphane Kissling, tu vas me dire Stéphane Kissling, il a sa place? Non, nous nous écartons pas du débat de base. On va pas parler de l'équipe d'Allemagne, on n'a rien à cirer. Mais pour dire quelque chose concrètement, qu'est-ce que ça implique justement ce type de choix? Il y a eu un précédent il y a eu un précédent, c'est 98. On a vu quels sont les traumatismes qu'il y a pu y avoir en équipe de France. C'est pour ça que Deschamps a fait différemment. C'est pour ça aussi que, notamment dans les autres listes des pays étrangers, ils ont fait différemment aussi également. Parce que quand c'est la première fois, voilà, tu t'essayes des trucs, et tu sais pas trop si c'est la bonne chose. Et après, mis à part. C'est toujours difficile la première fois. C'est toujours difficile la première fois. Exactement. Toujours. Mais après, mis à part ce sacré de Raymond Domenech 10 ans après. Oui. Qui fait la même chose à l'Euro 2008. Non, mais là, il a fait pour qu'on parle de lui, hein. Pardon. Hein, mais... Oui. Oh, pardon. Ah, mais... franchement. Mais là, tu nous invectives par rapport à l'Allemagne, mais tu parles de Et si je peux me permettre. Mais parce que c'est le même cas. Si je peux me permettre, les gars, je suis désolé. Ce que Ba et Djetou disent de Deschamps et de Saïs, c'est la vérité. Parce que même les Nantais, ils disaient la même chose. Les Nantais, ils disaient, regarde, entre 98 et 96 et 98, on n'a pas été appelé alors qu'on était bon en club. À cause de ces deux-là, toujours. Ah non, mais attention, parce que c'est ça aussi, il faut pas aller dans l'extrême inverse. Et après, on va terminer. C'est que, effectivement, Marcel Desailly, Didier Deschamps et Laurent Blanc, ils ont gagné ce statut en équipe de France. Ouais. Quand eux, ils sont arrivés en équipe de France, ils ont pas mal parlé aux anciens, comme les nouveaux leur ont parlé, par exemple. Tu vois, il y a ce processus aussi. De sensibilité aussi. Qu'est-ce que j'ai fait pour arriver à ce niveau-là? Et puis, la deuxième chose qu'il faut dire, c'est pas parce que tu as été dans la liste finale des 22 que tu cires les pompes à Desailly et à Deschamps. Non, mais il faut que tu sois en bon terme avec cela. Exactement. Faut que tu sois en bon terme avec cela. Si on te dit de tirer un penalty, tu y vas, quoi. C'est ça, voilà, c'est ce qui s'est passé pour Henri Trezeguet. Bien sûr. Et malheureusement, on peut dire ce qu'on veut, mais ce type de sélection, on a ce type de méthode pour les choix en sélection, ça marche. On a eu à la victoire en 98, mais on a eu aussi le cas 20 ans plus tard. C'est ça aussi. Donc, on peut dire ce qu'on veut, mais si vous voulez gagner, il faut le résultat est le même en fait. Le résultat est le même en fait. C'est que tu fais tout pour que ton équipe soit dans les meilleures conditions. C'est ce qu'ils disent. Donc, malheureusement, c'est des choix qui sont critiquables, mais à l'arrivée, on te demande de gagner une Coupe du Monde à domicile, tu la gagnes, t'es le meilleur.